On va passer à notre prochaine table ronde. On va parler donc de la gouvernance pour toutes les générations et toutes les organisations, et notamment donc à ces transitions par rapport donc aux enjeux donc d'entreprises familiales, d'ETI, pour la transmission patrimoniale. Elles inscrivent aujourd'hui leur entreprise, leur histoire dans un temps long, souvent évidemment. Elles s'en remettent aux générations nouvelles pour les faire évoluer. On a vu qu'effectivement, il faut arriver à évoluer pour demain, transformer l'entreprise, adapter aux nouvelles attentes sociétales, environnementales. Et par rapport à tout cela, eh bien, effectivement, il y a de nouveaux défis qui s'offrent à elles aujourd'hui. Et à l'inverse, finalement, l'entrepreneur, on va dire, plus contemporain, il fonde peut-être son un peu plus, on va dire, intuitivement sa solution en réponse donc aux enjeux en présence. Et il est peut-être moins sur du long terme, il envisage moins sa longévité. On en a tous connu des entreprises, souvent dans des startups d'ailleurs, qui se lancent et puis qui revendent l'entreprise quelques années plus tard, alors que dans les entreprises familiales, il y a souvent cette notion, au contraire, de conserver finalement le patrimoine au sein de l'entreprise, on va dire, le plus longtemps possible. Alors, pour parler de toutes ces transitions et de toutes ces transmissions, eh bien, je vais avoir auprès de moi donc un panel d'intervenants donc de qualité, comme depuis ce matin d'ailleurs, qui vont nous dire donc comment concilier cette transmission d'une planète intacte pour les jeunes générations, assurer les enjeux de performance, de croissance, évidemment, on en a déjà parlé avec les fonds tout à l'heure, avec Sophie Pourquery, donc comment il faut faire pour assurer cet objectif lors d'une levée de fonds, et comment justement administrateurs et administratrices peuvent répondre à ces enjeux. Alors, avec moi pour parler donc de ces enjeux, Karine Charbonnier, Emmanuel Veillard et Lou Velgreen. Merci de les applaudir. Asseyez-vous, mesdames. Alors, on vient de me dire qu'effectivement, monsieur Veillard ne sera pas là. Il est malheureusement souffrant, donc il ne sera pas parmi nous aujourd'hui. On regrette, effectivement. Donc, malheureusement, on va dire un impératif de santé. Alors, mesdames, la principale question, donc, c'est de savoir comment les entreprises s'inscrivent dans le temps. Quelle est la meilleure voie donc, pour une transmission qui réponde à cette obligation d'adaptation, qu'on soit finalement ETI, PME, grande entreprise. Alors, Karine Charbonnier, bonjour, vous êtes dans le domaine de l'énergie. Vous avez vous-même cédé votre entreprise. Alors, on aimerait que vous nous racontiez justement comment ça s'est passé, pourquoi finalement ne pas transmettre, pourquoi avoir décidé de céder. Racontez-nous. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc moi, mon environnement est très différent par rapport au témoignage de la table ronde précédente, puisque j'ai dirigé une ETI familiale centenaire composée de 9 PME. Alors rappelez-nous son nom. Donc elle s'appelait Beck Industries, maintenant elle s'appelle Cooper Turner Beck. Ce groupe fabrique de la boulonnerie pour les producteurs d'énergie. Turbines à gaz, nucléaire, pétrolier, éolien, voilà, les producteurs d'énergie. Et avec une gouvernance très particulière, celle d'une entreprise familiale de taille moyenne, et donc moins sophistiquée que ce qu'on peut avoir quand on a un vrai conseil d'administration divers et bien représenté. Alors, par la nature de notre métier, nous avons été et de par nos goûts, nos passions personnelles, très vite sensibilisés aux enjeux de la transition écologique et climatique. Il y a 30 ans, nous lisions Lovelock, etc. Et donc, nous avons été, je pense, assez proactifs et progressifs dans l'entreprise par rapport aux enjeux de la transition écologique. Très rapidement sur les enjeux de l'efficacité climatique, sur les enjeux de l'économie circulaire. J'essaie de vous décrire un petit crescendo très, très progressif. Et puis à un moment, on est arrivé aussi sur les enjeux de raison d'être, d'attractivité, de sens pour les salariés. Parce que c'est quoi aujourd'hui le sens qu'on donne à un salarié qui fabrique des boulons pour l'industrie pétrolière? Donc on a vraiment réfléchi à ça. Notre rôle dans la garantie de la sécurité des installations, des personnes par rapport aux accidents industriels, par exemple, et on en avait une grande fierté. Toujours dans le crescendo, comme ça, aussi la prise de conscience que
une raison d'être, c'est des enjeux de culture d'entreprise, de valeur, mais aussi de plan d'action très précis, de mesures d'efficacité pour que tout ça se construise dans le temps. Et puis finalement, de plus en plus, les enjeux de la transition écologique étant de plus en plus connus, précis, se précisant, on a pris conscience qu'on avait des vrais enjeux de business model, tout simplement, parce que certains de nos clients, leur raison d'être elle-même est très challengée. Et notre positionnement essentiellement européen, pas assez multicontinental, d'une part, faisait qu'on avait des challenges de chiffre d'affaires qui nécessitaient qu'on trouve des alliances. Et puis en parallèle, on avait un conseil familial qui nous challengeait beaucoup aussi sur le sens et la vision de la famille et qui nous disait certes, vous conduisez un travail passionnant sur le pivot écologique de l'entreprise, sur ses enjeux économiques, mais est-ce que le rôle de la famille, c'est vraiment de mener cette transition jusqu'au bout, avec tous les risques que ça représente, ou est-ce que la famille ne devrait pas vraiment investir dans d'autres métiers liés à la transition climatique? Et donc voilà, ce chemin très progressif se faisant. Donc la réponse, ça a été quoi alors finalement? Et donc la réponse, ça a été de nous adosser à un partenaire multicontinental, beaucoup plus fort dans les énergies renouvelables, qui pouvait accélérer des mutations internes sur les business models et donc une partie de cash out pour la famille pour pouvoir diversifier les investissements. Et donc vous êtes parti pour des investissements dans quel domaine? Du coup, vous avez fait quoi? Et donc ça a été tout un travail d'élaboration de la vision avec la famille. Et donc on est parti sur les enjeux de la transition écologique au sens très large, y compris transition alimentaire par exemple. Et puis par ailleurs les sujets de la formation, de l'éducation qui nous tiennent à cœur aussi. Voilà, donc pour vous décrire un processus. Mais je pense que puisqu'on est ici à l'IFA, je pense que mon témoignage, c'est que c'est vraiment important pour des entreprises de moyenne taille ou de petite taille, je pense, d'avoir des administrateurs indépendants qui puissent ouvrir les fenêtres, dont parlait Ángeles García Poveda, sur l'extérieur et accompagner les entreprises sur ces enjeux RSE et mutations qui sont vraiment opérationnels, risques, stratégiques, et que ça peut être très challengeant en tout cas. Donc il faut des indépendants, pas forcément comme nous disait tout à l'heure le représentant de la CFDT, des administrateurs salariés. Pour vous, il faut vraiment avoir un mix finalement? Bon, oui, je pense que ça tombe sous le sens, tout à fait, oui. Alors Lou Velgreen, je vous ai pas présenté encore, donc vous êtes présidente de Data for Good, vous êtes ESSEC alumni, et vous avez évidemment par rapport à ce regard, j'imagine, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, vous avez vous-même votre propre regard, celui d'une génération qui est très consciente justement de ces enjeux environnementaux, sociétaux. Qu'est-ce que vous attendez justement aujourd'hui de ces dirigeants pour réussir ces transitions? Alors bonjour, je suis ravie d'être là. Je pense que moi j'ai un peu une casquette différente comme vous disiez parce que je suis pas administratrice comme ça se voit. Ça se voit, oui et non, parce qu'on veut avoir de plus en plus de jeunes, c'est ce qui est ressorti tout à l'heure, donc future jeune administratrice. Donc je pense que je vais prendre plus ma casquette Carbone 4, experte sur les sujets environnementaux et aussi mon engagement associatif à côté sur comment accompagner les alumni pour qu'ils s'engagent vers des métiers porteurs de sens. Et ce qu'on attend des entreprises aujourd'hui, c'est des engagements forts. Il y avait une étude qu'on avait réalisée avec l'IFA, justement, avec Carbone 4 en 2019, qui montrait que, donc on avait interrogé des répondants, des adhérents de l'IFA, et il y avait moins de 50% des entreprises répondantes qui avaient pris des engagements de réduction de leurs émissions. Donc ça, c'était en 2019. Donc on est aujourd'hui à un forum où on parle d'être des administrateurs et des administratrices engagés. Je pense que le premier pas sur les sujets climatiques, en tout cas, c'est vraiment d'une part, mesurer les émissions que génère sa propre entreprise, et ensuite de se fixer des objectifs de réduction qui sont forts, qui sont chiffrés, et qui sont en adéquation avec les accords de Paris. Pour moi, c'est vraiment la première étape pour aller dans la bonne direction.
Voilà, après, donc, il y a ça. Et je pense, du coup, ce qui en découle, c'est aussi un besoin de formation sur ces sujets très forts. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui de prendre des bonnes décisions si on ne maîtrise pas la physique climatique qu'il y a derrière et les enjeux qu'il y a derrière. Toujours dans cette même étude, il avait été montré que 93% des administrateurs répondants, on ne leur avait jamais présenté un plan de résilience de leur entreprise dans un monde à plus 2 degrés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, on se dirige vers un monde à plus 4, plus 5 degrés. Donc ça montre à quel point il y a un décalage entre la volonté d'engagement et les actions réelles. Et donc du coup, mon message, c'est l'action et la mesure de cette action. Et la formation, donc c'est ce qui ressort aussi finalement de nos débats depuis ce matin, cette importance de la formation. J'imagine que vous la partagez, Karine, et qu'il n'y a peut-être pas aussi... on revient aussi sur ce rôle de l'administrateur, souvent qui a tendance à peut-être un peu trop regarder en arrière, parce qu'il s'appuie aussi sur son expérience, ce qui est normal, et pas forcément à faire assez de prospective, comme vous le dites à l'instant. Oui, moi, la formation, pour moi, c'est vraiment fondamental à 2 niveaux. Il y a le niveau de l'entreprise proprement dit, de ses enjeux. Alors, la formation sur les enjeux du climat, évidemment. La formation aussi pour comprendre que quand il y a une stratégie climat, écologie, environnement, peu importe la manière dont on l'appelle dans l'entreprise, c'est pas du green window dressing. C'est que c'est une vraie stratégie fondamentale pour l'entreprise, concurrentielle, génératrice de bénéfices. Et si on ne le fait pas, l'entreprise sera à moyen terme en danger. Et je pense que beaucoup de personnes dans les entreprises, ou même certaines entreprises, voient ça comme l'opération de communication et comprennent pas en profondeur combien c'est important et quelle est la responsabilité de chacun à son niveau, dans tous les endroits de l'entreprise, et quels sont les outils dont ils ont besoin pour bien travailler, et les retours d'expérience, et l'amélioration continue, et tout ça, c'est beaucoup plus précis que des simples discours généraux, et je pense qu'à ce niveau-là, c'est absolument fondamental les enjeux de la formation. Et puis après, de manière plus générale, je pense qu'on a des vrais enjeux formation à l'échelle de notre pays. Notre système éducatif est insuffisant, on a des mauvais résultats au brevet des collèges, au PISA, au TIMSS, tout ce qu'on veut. Et c'est un enjeu colossal pour notre pays d'améliorer la qualification de l'ensemble des Français, parce que c'est l'ascenseur social, c'est la cohésion sociale, c'est le développement économique. Aujourd'hui, les entreprises n'arrivent pas à recruter faute de compétences, donc il n'y aura pas de développement économique, il n'y aura pas de partage de richesses, et il y aura un manque de mobilité sociale. Donc il y a un vrai enjeu RSE, Entreprise France, qui est fondamental et qui interpelle énormément. Vous-même, Lou, vous êtes engagée pour justement promouvoir de nouvelles pratiques d'enseignement. Vous avez, dans votre parcours, pu peut-être manquer peut-être de ces liens entre l'école et l'entreprise. Je trouve qu'aujourd'hui, ces enjeux, en fait, on nous apprend pas à l'école à traiter ces enjeux-là. On n'a pas, moi j'ai fait une école de commerce, on nous parle pas de physique, on nous parle, en fait, on ne met pas la physique dans l'économie, et donc en fait on apprend des modèles économiques qui sont complètement décorrélés de toute réalité physique, et donc du coup il nous manque aujourd'hui à tous cette formation-là. Du coup moi je voulais parler d'un outil que je trouve vraiment très pertinent et qui fonctionne très bien, je trouve, pour rentrer dans ces sujets-là, c'est la fresque du climat. Je ne sais pas si certains parmi vous l'ont déjà fait, mais je trouve que c'est un super moyen au début de... Alors qu'est-ce que c'est ? Racontez-nous exactement. Alors en fait, la fresque du climat, c'est un jeu d'intelligence collective qui permet en 3 heures de retracer les causes et les conséquences du changement climatique. Et donc ça permet en fait, avec... par exemple, c'est tout le cercle d'administrateurs d'une entreprise, de comprendre ensemble les phénomènes, mais pas dans un modèle
top-down, vraiment en apprenant ensemble. Donc il y a toujours un animateur qui va venir replacer les grands concepts pour faire avancer le groupe. Mais l'objectif, et en fait ça partait d'un constat de départ qui était que le rapport du GIEC, il était un peu indigeste et pouvait être un peu long à lire, même s'il y a tout ce rapport aux décideurs qu'il faut absolument avoir lu. Mais pour le généraliser et le vulgariser au plus grand nombre, le fondateur de la fresque du climat, Cédric Ringelberg, a pris ce rapport et en a fait un jeu en fait, qu'il a décliné en un lot d'une 50aine de cartes, et donc du coup qu'il faut replacer. Et à la fin du jeu, en fait, on a une vision globale sur tout l'ensemble des grands changements et des grands phénomènes climatiques qui sont à l'œuvre. Je trouve que c'est un super moyen de mettre le pied dans les sujets, et après, ça n'empêche pas de devoir se former en permanence sur les sujets qui sont propres à l'industrie dans laquelle on évolue. Vous avez le sentiment qu'on n'est pas assez conscient justement de tous ces enjeux climatiques aujourd'hui, même si on en parle beaucoup? Oui, je pense qu'il y a un problème d'une part de formation, dans le sens d'avoir les bons ordres de grandeur en tête, de comprendre les phénomènes climatiques qui sont à l'œuvre derrière, et surtout je trouve que le problème c'est aussi le passage à l'action, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un décalage de plus en plus fort entre les engagements des entreprises, les engagements des États. Enfin, moi j'étais à la COP26 il y a quelques jours, et en fait à chaque fois que je me promenais à Glasgow et que je rentrais dans un magasin, tous les magasins étaient net zéro, toutes les entreprises n'émettaient plus aucune émission, et en fait il y a un décalage total entre ce qui est dit et ce qui est fait dans la réalité, et c'est vraiment ce trou-là qu'il faut combler. Vous ressentez la même chose justement, Karine, aujourd'hui, ce décalage? Je pense qu'il y a quand même un mouvement qui est en marche. On est un peu en train d'apprendre en marchant. C'est pas la même situation que l'année dernière, ou il y a 3 ans, et 5 ans ou 10 ans. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait, mais qui n'est pas encore totalement générale. Et puis qu'on a besoin de s'améliorer, parce que là, on débute, on trébuche, et il faut que ça devienne concret. Et tout l'enjeu maintenant, c'est de passer du discours vraiment à l'acte. Et puis pour les entreprises, à l'avantage concurrentiel, aux nouvelles parts de marché et au développement économique fondé là-dessus, j'y crois profondément. Et dans tout ce cadre-là, justement, le rôle de l'administrateur change énormément. Évidemment. Je pense que c'est fondamental, et je pense qu'on a beaucoup, en tant qu'administrateur, on est les premiers à avoir besoin de se former, réfléchir, et puis à contribuer pour essayer d'ouvrir les fenêtres pour les équipes qui travaillent dans les entreprises. Ouvrir les fenêtres, et donc concrètement, ça peut passer par quoi alors ? Bon, après, c'est le travail collectif, hein, la formation, le travail collectif, et puis du coup, pour moi, la première chose à faire, c'est vraiment se former. Je sais que je l'ai vraiment dit 15 fois, mais je suis vraiment convaincue que si on ne maîtrise pas les enjeux derrière, on ne peut pas prendre les bonnes décisions stratégiques. Ensuite, je pense qu'il y a un enjeu à recruter et faire passer dans les critères de recrutement des administrateurs, que ce soit un critère d'avoir des compétences sur ces sujets-là. Ensuite, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, je pense qu'en tant qu'administrateur, on peut décider de dire, à la prochaine Assemblée Générale, je voudrais que mon entreprise ait réalisé un bilan de ses émissions de carbone et qu'elle ait pris des engagements de réduction de ses émissions pour être en conformité avec les accords de Paris. Et ça, c'est des objectifs qui sont chiffrés en 2030. Je pense que ce qui est super important aussi, pour que ce soit pilotable, c'est qu'il y ait aussi des objectifs intermédiaires qui soient mis en place et qui soient évalués de manière annuelle pour vraiment piloter cette stratégie de réduction et s'assurer qu'elle arrive vraiment dans la réalité. Et enfin, un dernier point que je trouve assez important, c'est celui aussi de la rémunération des dirigeants. Je pense que ce serait important qu'elle soit beaucoup plus indexée sur les performances environnementales. Dans la même étude que j'ai citée tout à l'heure, il était montré que il y avait seulement 22% des dirigeants qui avaient des rémunérations indexées sur leur performance environnementale. Je pense que si on veut vraiment en faire une priorité et si on veut que ça devienne le cœur de la stratégie, il faut beaucoup plus aussi rémunérer cet engagement-là.
Oui, d'ailleurs, il y a donc ce matin dans le Figaro donc un article sur les actions de l'IFA en la matière, justement pour que les performances des dirigeants soient davantage effectivement axées sur ces performances environnementales. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On peut les applaudir. Merci.